Après avoir payé les courses de la vieille dame au magasin, elle m'a chuchoté doucement. Quand ton mari partira, ne touche pas à la neige dans la cour. J'en ai ri, mais j'ai décidé de l'écouter et je n'ai pas déblayé l'allée. Et le lendemain matin, en sortant sur le porche, j'ai été stupéfaite par ce que j'ai vu. Je faisais la queue à la caisse de notre épicerie locale, serrant mon sac usé contre moi. Dehors, une tempête de neige balayait les rues. Ce mois de décembre s'annonçait particulièrement neigeux cette année. 58 ans, c'est l'âge où l'on cesse de courir dans les supermarchés à la recherche de promotions pour préférer le commerce de proximité, où les caissiers vous connaissent par votre prénom. Devant moi, juste à la caisse, une vieille femme voûtée, enveloppée dans un châle fané, fouillait dans son sac. Elle déversait de la monnaie sur le comptoir, comptant les pièces du bout des doigts tremblants. Sur le tapis roulant, les achats les plus modestes, une miche de pain, un carton de lait, 3 pommes de terre et un petit oignon. « Madame, il vous manque un peu d'argent, » dit la caissière, une jeune femme aux yeux fatigués d'une voix lasse. « Il vous manque environ $1. »« Hein ? Comment ça, mon chéri ?» murmura la vieille dame, confuse, triant à nouveau ses pièces. « J'ai tout compté chez moi. J'ai tout compté. » Hein ? Derrière moi, quelqu'un soupira d'impatience. La file s'allongeait, et les gens pressés voulaient rentrer chez eux à cause du mauvais temps. Je regardais la silhouette frêle de la vieille femme, ses mains rouges de froid, ses courses bon marché, et quelque chose se serra en moi. Combien de fois avais-je passé à côté de la peine d'autrui sans la voir? Combien de fois avais-je détourné le regard pour ne pas voir le besoin des autres? Mais ce jour-là, quelque chose me poussa à avancer. Candice, ajoutez ça à ma note, dis-je en tendant un billet de $20 par-dessus l'épaule de la vieille dame. Je vais payer pour elle. Hein? Oh ma chérie, vraiment, ce n'est pas nécessaire, bafouilla la vieille femme en se retournant. Je vais juste remettre quelque chose. Hein? Ne vous inquiétez pas, madame, répondis-je avec un sourire chaleureux. Ce n'est rien, même pas la peine d'en parler. Hein? La vieille femme leva les yeux vers moi, et je frissonnai involontairement sous son regard étrange et perçant. Ses yeux n'étaient pas vieux du tout. Ils étaient clairs, profonds, comme s'ils voyaient à travers moi, droit dans mon âme. La femme était petite et fragile, son visage creusé de rides profondes, mais dans ses yeux brillait une force inhabituelle et une sagesse ancienne. « Merci, ma fille, » dit-elle en rassemblant ses achats dans un sac à carreaux usés, la voix tremblante de gratitude. « Ta gentillesse ne sera pas oubliée. Elle te reviendra. » Hein? Je haussai les épaules en payant mes propres courses, du poulet pour un ragoût, des légumes, du pain, quelques conserves. Vernon partait ce soir pour un long trajet d'une semaine, peut-être 10 jours. Je devais cuisiner pour lui et aussi faire le plein de tout ce dont j'aurais besoin pendant son absence. 32 ans de mariage, et pendant tout ce temps, je l'avais vu partir en voyage, attendu son retour, cuisiner, laver, nettoyer. La vie s'écoulait dans une routine usée, monotone et prévisible. J'avais déjà pris mes sacs, prêt à partir, quand je sentis une poigne inattendue sur la manche de mon vieux manteau. La vieille femme se tenait à côté de moi, serrant le tissu de ses doigts noueux avec une telle force que je ne pus me dégager tout de suite. « Écoute-moi bien, ma fille, » murmura-t-elle en se penchant très près, si près que je sentis son souffle. La vieille dame sentait la naphtaline, les herbes séchées, et quelque chose d'autre, insaisissable et ancien. « Quand ton mari partira ce soir, ne touche pas à la neige dans la cour. Tu m'entends, peu importe ce qu'il te dira, ne déblaye pas avant le matin. Laisse le blanc intact. » Hein? Quoi, clignai-je des yeux, confuse, essayant de comprendre le sens de ces paroles étranges. Quelle neige? Ne touche pas à la neige avant le matin, répéta lentement la vieille femme, distinctement, comme si elle martelait chaque mot dans ma conscience. Ses doigts serrèrent ma manche encore plus fort, presque jusqu'à me faire mal. Promets-moi, c'est très important. Ta vie en dépend. Crois la vieille femme. Hein? Oui, d'accord, répondis-je machinalement, libérant mon bras et reculant involontairement. Mon cœur battait avec anxiété. Je me sentais mal, à l'aise sous ce regard intense, presque hypnotique. Je ne déblayerai pas, je promets. Hein? La vieille femme me lâcha enfin, hocha lentement la tête comme satisfaite de la promesse, puis, étonnamment agile pour son âge, sortit rapidement du magasin, se fondant dans le monde enneigé au-delà des portes vitrées. Je la regardai partir, puis secouai la tête pour chasser cette étrange sensation. La pauvre vieille ne devait pas être bien dans sa tête. J'avais de la peine pour les vieux, seuls, pauvres,
vivant dans leur monde de fantasmes et de superstitions. Peut-être que la solitude et le besoin brouillent l'esprit. Et voilà qu'elle débite des bêtises sur la neige et les maris. Dehors, un tourbillon de neige me frappa aussitôt. Des flocons glacés me plaquèrent le visage. Je frissonnai, m'enveloppai plus profondément dans mon vieux foulard et marchai vite jusqu'à l'arrêt de bus, où un petit groupe de personnes frigorifiées s'était déjà rassemblé. Vernon et moi vivions en périphérie de la ville, dans une banlieue tranquille où les maisons occupaient de grands terrains. La maison avait appartenu à mes parents, une bâtisse solide aux murs épais, construite dans les années 70. J'en étais la maîtresse depuis de nombreuses années. J'avais redonné vie au jardin autrefois négligé, planté des pommiers qui donnaient maintenant une récolte chaque été, cultivé des massifs de fleurs, des roses près du porche, des pivoines le long de l'allée. 32 ans de mariage, et pendant presque 30 d'entre eux, nous avions vécu dans cette maison qui était mon foyer. Le bus était étouffant bondé et sentait la laine mouillée. Je me glissai près de la fenêtre, posai mon front contre la vitre froide, et repensai aux paroles de la vieille femme étrange. Ne pas toucher à la neige. Quelle excentricité! Franchement. Juste ce matin, en avalant mon petit déjeuner à la hâte avant de partir, Vernon avait râlé que l'allée devait absolument être dégagée, que les congères s'accumulaient, que les chemins étaient complètement recouverts. Il m'avait ordonné de m'en occuper avant le soir pour que les passages soient dégagés. Sinon, il ne pourrait pas faire demi-tour avec la voiture. Et voilà qu'une vieille dame bizarre et sénile me souffle des choses étranges sur la neige. Une coïncidence stupide. Rien de plus. La maison m'accueillit avec ses fenêtres sombres et vides et le froid. Vernon était parti au dépôt le matin pour préparer le camion et n'avait pas allumé le chauffage. Je rentrai, secouai la neige de mes bottes sur le paillasson, enlevé mon manteau mouillé, traversé le sol froid jusqu'à la cuisine. Monté le thermostat, mis la bouilloire sur le feu, déballé les courses et rangé tout soigneusement. Les légumes dans le garde-manger, le poulet au réfrigérateur, le pain dans la boîte. Chaque geste était habituel, répété des années durant. La maison se réchauffait peu à peu. Les plines craquaient doucement sous la montée de la chaleur, et la bouilloire commença à siffler. Vernon devait revenir vers 6 heures du soir pour prendre ses affaires et sa nourriture pour la route. Je me mis à cuisiner comme toujours. Je nettoyai et coupai le poulet, le mis à bouillir pour un bouillon riche, haché les légumes pour la salade que Vernon aimait emporter, et sortis le pain de viande du congélateur, préparé une semaine plus tôt spécialement pour son voyage. Il préférait la nourriture maison au restaurant routier. Il disait qu'il n'y avait que des produits chimiques et de la saleté là-bas. À 6 heures précises, la porte d'entrée claqua, et le froid s'engouffra dans la maison avec Vernon. Il entra d'un pas lourd, secouant la neige de sa veste directement sur le sol, sans prêter attention aux flaques. Grand large d'épaules, au visage buriné et dur, aux yeux gris froids. 59 ans, mais il paraissait solide et fort malgré un quart de siècle passé au volant d'un semi-remorque. « Alors, tout est prêt », demanda-t-il au lieu d'un bonjour, sans même regarder sa femme, se dirigeant droit vers la cuisine. « Oui, Verne, je suis en train de tout emballer. » J'avais déjà sorti les contenants préparés et commençais à disposer soigneusement la soupe refroidie, le pain de viande, la salade et le pain de maïs. Vernon s'assit à la table, se versa lourdement du thé dans une vieille théière en céramique, ajouta 3 cuillères de sucre, et resta silencieux, fixant l'écran de son téléphone, tapant rapidement, sans jamais me regarder. Je le regardais en cachette, ce profil que je connaissais par cœur. Depuis quand cela avait-il commencé, cette distance, ce mur de glace entre nous, 1 an, 2, peut-être 5 ou 10. Avant, dans les premières années, il revenait des voyages fatigués mais heureux, me serrait dans ses bras à la porte, me racontait la route, les gens rencontrés, plaisantait et riait. Et maintenant seulement le silence. Seulement de l'irritation dans chaque geste, dans chaque regard, comme si je n'étais pas sa femme, mais une servante agaçante. Déblaye la neige ce soir quand il fera nuit, lança Vernon sans lever les yeux de son téléphone. L'allée est complètement ensevelie. Ça pourrait encore s'accumuler demain. Vernon, il fait presque nuit. La tempête est forte, commençai-je, mais me tue en voyant son regard froid se poser sur moi. Je dis ce soir, coupa-t-il sèchement, tu n'es pas une enfant. Tu peux t'en occuper en une demi-heure. Je n'ai pas le temps. Le départ est tôt demain matin. La cargaison est importante. Je serrai les lèvres,
continuant en silence à ranger les contenants dans le grand sac de voyage. Les paroles de la vieille femme me revinrent en mémoire. Quand ton mari part pour la nuit, ne touche pas à la neige. Une coïncidence étrange, presque impossible. Mais quelle coïncidence au fond, c'est l'hiver après tout. Il faut pelleter la neige chaque semaine, voire plus souvent par ce temps. Tu pars à quelle heure, exactement, demandai-je doucement. Dans environ 1 heure. La cargaison est déjà emballée et scellée. Les papiers sont signés. Vernon termina son thé froid d'une grande gorgée et se leva lourdement. Je vais prendre une douche, prendre mes affaires et partir. Il monta à l'étage vers la chambre. Je restai seule dans la cuisine, mangeant lentement la soupe refroidie que j'avais préparée ce matin. Dehors, le vent hurlait et la neige tombait sans cesse en larges flocons. Je me dirigeai vers la fenêtre, tirai le rideau et regardai dans la cour. Le seul lampadaire près du portail perçait à peine le voile épais de neige, illuminant les flocons tourbillonnants. Le chemin vers le portail était en effet presque entièrement enseveli. La congère blanche atteignait presque le genou. Environ 40 minutes plus tard, Vernon redescendit, déjà vêtu de ses habits de route, son lourd sac de voyage sur l'épaule. Je lui tendis le sac de nourriture, enveloppé dans plusieurs couches. « Tu t'appelleras quand tu arriveras » demandai-je, sachant qu'en général il ne le faisait pas, mais posant la question par habitude. « Ouais » répondit-il sèchement, prenant le sac sans même me regarder dans les yeux. Il ne m'embrassa même pas comme il le faisait toujours, se contenta d'un bref hochement de tête. « Écoute, assure-toi de pelleter la neige, tu m'entends, sinon, ça va encore s'amonceler cette nuit, et tu ne pourras pas sortir demain matin. » La porte claqua d'un coup sourd. J'entendis son vieux pick-up démarrer et s'éloigner dans la rue enneigée. Le bruit du moteur s'évanouit peu à peu au loin. Je m'assis à la table de la cuisine, enroulant mes mains autour d'une tasse de thé froid. Le silence s'installa, vide, et une étrange anxiété s'empara de mon âme, sans que je sache pourquoi. Les paroles de la vieille femme revinrent à nouveau, claires et insistantes, « Ne touche pas à la neige. » Je secouai la tête, tentant de chasser ces pensées. Bêtise, superstition de vieille. Mais quelque chose me retenait de m'habiller chaudement et de sortir pelleter la cour comme Vernon l'avait ordonné. La fatigue s'abattit soudainement sur mes épaules comme un sac de sable. La journée avait été longue et épuisante. Mes jambes bourdonnaient, mon dos me faisait mal à force de faire le ménage. Et la tempête faisait rage si fort que tout serait de toute façon recouvert à nouveau au matin. À quoi bon souffrir maintenant? Je décidai de ne pas sortir dans ce froid glacial pour traîner une pelle. Je m'en occuperai demain matin, si vraiment nécessaire. Vernon était déjà loin. Il ne verrait pas, ne saurait pas. Et au pire, j'accuserais la tempête, dirais qu'il était inutile de nettoyer par un tel temps. Je montai à la chambre, enfilai une vieille chemise de nuit chaude et un peignoir doux, puis m'allongeai sur le lit avec un livre usé que j'avais commencé à lire une semaine plus tôt, mais que je ne parvenais pas à lire. Les lettres dansaient devant mes yeux, mes pensées s'en mêlaient, revenant sans cesse à cette étrange rencontre au magasin. Qui était cette mystérieuse vieille femme? Pourquoi avait-elle dit précisément cela à propos de la neige, de la cour, et pourquoi me regardait-elle si intensément, si sérieusement, si perçant dans les yeux, comme pour avertir d'un mal terrible et inévitable? Dehors, le vent continuait de hurler. La maison craquait sous les rafales violentes. Je me levai, allai à la fenêtre de la chambre et regardai dehors. La cour était noyée dans une obscurité totale. Seule la faible lumière jaunâtre du lampadaire près du portail arrachait à la nuit des flocons épais et tourbillonnants. Le chemin avait complètement disparu sous une épaisse couverture blanche. Le portail, le perron, les rosiers, tout était enseveli au point d'être méconnaissable. Un sentiment étrange et anxieux me saisit, serrant ma poitrine, comme si quelque chose devait absolument se produire cette nuit. Quelque chose d'important, de fatidique, quelque chose qu'on ne pouvait pas balayer d'un revers de main. Je retournai au lit et m'allongeai, tirant la couverture chaude jusqu'au menton. Je ne voulais pas dormir, malgré la fatigue. Je restai là, écoutant le hurlement du vent d'hiver dehors, incapable de chasser cette angoisse grandissante qui serrait mon cœur. La vieille horloge sur la table de nuit tic-taquait monotone, indiquant 11 heures du soir. Vernon était probablement déjà loin d'ici, filant sur l'autoroute enneigée de la nuit, écoutant la radio, buvant un café fort dans un thermo, pensant à ses propres affaires. À quoi pensait-il, ces derniers temps, me demandai-je. Nous avions à peine parlé ces derniers mois, ces dernières années.
Il rentrait, dormait silencieusement du voyage, mangeait sans regarder, rangeait ses affaires et repartait. Nous vivions comme des étrangers sous le même toit, liés seulement par un acte de mariage. Quand cela avait-il vraiment commencé, je passais en revue les souvenirs des dernières années de notre vie commune. Peut-être tout avait-il commencé quand nous avions compris que nous ne pourrions pas avoir d'enfants. Mais c'était il y a si longtemps, au tout début de notre mariage, il y a plus de 30 ans. À l'époque, Vernon semblait me réconforter, disait les mots justes, que nous vivrions bien, tous les deux, que le bonheur ne se trouvait pas seulement dans les enfants. Ou peut-être était-ce ma grave maladie d'il y a 3 ans, l'opération, la longue et douloureuse convalescence. Vernon était devenu particulièrement distant alors, froid, comme si j'étais devenu un fardeau pour lui, ou simplement qu'il en avait assez de moi, de notre vie monotone, de cette vieille maison, de mon visage qui vieillissait, de tout. Je fermai les yeux, tentant de chasser ces pensées lourdes et oppressantes. Demain serait un nouveau jour. Peut-être que tout cela n'était qu'une illusion due à la fatigue et à la solitude. Le blues de l'hiver. C'est tout. Il fallait que je me ressaisisse, que je fasse quelque chose d'utile. Quand Vernon reviendrait dans une semaine, je cuisinerais quelque chose de spécial, de délicieux. Nous nous assiérions et parlerions normalement, cœur à cœur. Nous n'avions pas vraiment parlé depuis longtemps. Le sommeil venait par bribes, agité et anxieux. Je sombrais dans une somnolence agitée, puis me réveillais brusquement à cause des rafales de vent particulièrement fortes, du grincement des cadres de fenêtres. Je rêvais de cette vieille femme du magasin, de ses yeux perçants et omniscients, de ses doigts secs et agrippants sur ma manche. Ne touche pas à la neige, répétait-elle dans le rêve encore et encore, comme un sortilège. Je me réveillais tôt, alors qu'il faisait encore complètement noir. Je regardais d'un œil endormi l'horloge, il était un peu après 6 heures du matin. Dehors, la lumière commençait à peine à poindre. La tempête s'était enfin arrêtée. Le silence était d'une densité particulière, presque vibrant. Je me levai, passai un peignoir en laine chaude sur mes épaules, descendis à la cuisine, mis machinalement la bouilloire sur le feu, allumai le brûleur, puis me dirigeai vers la fenêtre et restai figé, incapable de croire ce que je voyais. La cour était entièrement recouverte d'une neige lisse et intacte, d'un blanc immaculé. Mais du portail à la maison, jusqu'aux fenêtres du rez-de-chaussée, menaient des empreintes claires et profondes. Des empreintes d'hommes, de grosses bottes lourdes, certainement pas celles de Vernon. Je connaissais ses chaussures, sa pointure, sa démarche parfaitement. Ces traces étaient complètement étrangères. Quelqu'un était venu chez nous cette nuit, avait marché dans la cour, s'était approché des fenêtres, alors que je restais seul, complètement seul. Je restais là, les doigts blanchis agrippant le rebord de la fenêtre. Mon cœur battait si fort, et si vite qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Je ne pouvais détacher mon regard des traces, essayant de comprendre, de saisir ce qui se passait. Des empreintes profondes et nettes de bottes lourdes menaient du portail droit vers la maison, contournant méthodiquement de côté. S'arrêtant à chaque fenêtre du rez-de-chaussée, comme si quelqu'un étudiait attentivement la maison. Quelqu'un avait tourné autour de ma maison cette nuit, pendant que je dormais seul, sans défense. Mes mains tremblaient légèrement. Je reculai de la fenêtre, posant ma paume sur ma bouche pour retenir un sanglot effrayé qui voulait s'échapper. Ma respiration se fit difficile. Il fallait que je me calme, que je me ressaisisse, que je réfléchisse clairement. Peut-être les voisins, pour une raison quelconque. Non, c'était impossible. Les voisins à gauche, les Peterson, étaient tous deux âgés de plus de 70 ans. De telles traces profondes et lourdes n'étaient certainement pas les leurs. Le terrain à droite était vide depuis 1 an. Les propriétaires étaient partis vivre en ville depuis longtemps. La maison était close, et de l'autre côté de la rue ne vivait que Madame Higgin. Mais pourquoi une vieille dame marcherait-elle dans la cour d'un inconnu, en pleine tempête, la nuit? Je me forçai à m'approcher du verre, scrutant les traces plus attentivement. Elle ne suivait pas un chemin chaotique, ni désordonné, mais très délibéré et réfléchi. Du portail, droit vers les fenêtres du salon, puis le long du mur jusqu'aux fenêtres de la cuisine, plus loin vers l'arrière de la maison, là où se trouvait le cellier et l'entrée du sous-sol. Comme si quelqu'un faisait méthodiquement le tour de la maison, regardant attentivement par chaque fenêtre, étudiant quelque chose, observant, vérifiant. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Des frissons me couvrirent la peau. Des cambrioleurs en repérage, cherchant quoi voler. Mais ils n'avaient rien pris. Ils n'avaient même pas essayé de forcer l'entrée.
Le portail était fermé par un simple loquet. La serrure était intacte, sans dommage. Les traces ne menaient que du portail dans la cour, puis retour. Cela signifiait que la personne avait ouvert calmement, marché tranquillement, contourné la maison, puis refermé le portail tout aussi calmement et était partie sans se presser. La bouilloire sur le feu siffla soudainement, perçant le silence, et je frissonnai de tout mon corps à ce bruit brusque et aigu. Je coupai le gaz d'une main tremblante, mais je ne songeais même pas à faire du thé. Il fallait agir d'urgence. Prendre une décision. Appeler la police. Mais que dire exactement? Que la nuit, quelqu'un d'inconnu avait tourné dans le jardin sans rien voler, sans rien casser, sans rien détruire. Je me rappelais notre agent de quartier, Gareth Pennell. Je le connaissais depuis de nombreuses années, depuis qu'il était arrivé dans ce commissariat, tout jeune. Il avait maintenant plus de 50 ans, mais travaillait toujours avec diligence. Il était réputé pour être un homme consciencieux, réactif, vers qui on pouvait se tourner. Je pouvais sans doute l'appeler. Je montai rapidement à la chambre, m'habillai à la hâte, attrapant ce qui me tombait sous la main, un pantalon de jogging chaud, un gros pull en laine, j'échangeai mes chaussons contre des bottes d'hiver bien chaudes. Je sortis mon portable, retrouvai le numéro de l'agent dans mes anciens contacts. Mes doigts tremblaient encore désagréablement en composant le numéro. Agent Pennell, ici à la Ravance de la rue Chestnut, maison 17. Excusez-moi de vous déranger si tôt, mais j'ai une situation très étrange. Bonjour Madame Vance. La voix familière, calme, légèrement rauque de l'agent résonna. Que se passe-t-il? La nuit dernière, quelqu'un est venu chez moi. Il a marché dans le jardin, laissant des traces dans la neige. J'étais seule à la maison. Mon mari est parti pour un long voyage. Et j'ai vraiment eu peur. Je vois. Est-ce que quelque chose a disparu? La porte a-t-elle été forcée? Les fenêtres sont-elles intactes? Non. Tout semble en ordre, mais les traces, elles mènent jusqu'aux fenêtres de tous les côtés, comme si quelqu'un regardait exprès à l'intérieur ou cherchait quelque chose de précis. Gareth Pennell resta silencieux quelques secondes, réfléchissant. Très bien, je viens tout de suite. 20-30 minutes au maximum. Ne sortez pas de la maison pour l'instant. Ne piétinez en aucun cas les traces et vérifiez soigneusement toutes les fenêtres et portes. Assurez-vous que tout est bien verrouillé. Merci beaucoup. Je poussai un soupir de soulagement. Je vous attends. Je posai le téléphone sur la table et me mis immédiatement à inspecter la maison. Je regardais autour de moi avec une attention nouvelle, méfiante. La maison me semblait désormais étrangère, hostile, dangereuse. Chaque craquement familier du plancher, chaque bruissement à la fenêtre me faisait sursauter nerveusement et regarder autour. Je parcourus méthodiquement toutes les pièces du rez-de-chaussée, vérifiant soigneusement les fenêtres. Elles étaient toutes fermées à clé. Nulle part le moindre signe d'effraction. La porte d'entrée était verrouillée avec 2 tours de clé et la chaîne, exactement comme je l'avais laissée la veille au coucher. Tout semblait en parfait ordre. Mais pour une raison inconnue, cela ne me rassurait pas du tout. Au contraire, cela m'inquiétait encore plus. Je retournai, comme attiré par un aimant, à la fenêtre de la cuisine, scrutant à nouveau les traces. Maintenant, à la lumière plus vive du matin, elles étaient encore plus visibles, encore plus effrayantes. Très grandes, très profondes. L'écart entre les pas était assez large. Certainement un homme. Grand, lourd, corpulent. Il marchait lentement, avec une confiance totale, calmement. Il savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi il était venu. 20 minutes s'écoulèrent péniblement, interminablement comme des heures. J'étais assise dans la cuisine, serrant une tasse de thé complètement froid dans mes mains tremblantes, incapable de détourner mon regard tendu de la fenêtre. Et si cet inconnu revenait maintenant, et s'il observait quelque part à proximité, attendant le bon moment où je sortirais ou me distrairais? Enfin, des phares éclatants illuminèrent la fenêtre. Je bondis de ma chaise et regardai dehors, la voiture de patrouille familière de l'agent. Gareth Pennell sortit de la voiture. Un homme grand, corpulent, afro-américain, un peu plus de 50 ans, vêtu d'une veste d'uniforme d'hiver et d'un bonnet chaud. Je courus littéralement vers la porte, l'ouvris avant qu'il ne puisse sonner. Agent Pennell, merci beaucoup d'être venu si vite. Je m'écartai pour le laisser entrer. Oh, ne vous en faites pas, Madame Vance. C'est mon travail. Il secoua délibérément, la neige collée à ses grosses bottes en me suivant dans la cuisine.
son regard expérimenté se posa immédiatement sur la fenêtre, sur la vue du jardin. « Montrez-moi exactement où sont les traces. » Nous sortîmes ensemble sur le porche froid. L'air glacial et piquant brûlait douloureusement mon visage rougi et mes poumons. L'agent Penel descendit lentement et soigneusement les marches en bois qui grinçaient, examinant attentivement le jardin éneigé. Il s'approcha des traces, s'accroupit avec précaution, observant longuement chaque empreinte. « Bottes taille 46, peut-être même 47, murmura-t-il pensivement, évaluant clairement. Semelle à crampons profonds, ça ressemble à des bottes de travail ou de combat, venant du portail. » Il suivit lentement toute la chaîne des traces du regard, du début à la fin, jusqu'aux fenêtres du salon, puis méthodiquement le long du mur de la maison jusqu'à l'arrière, puis retour par le même chemin jusqu'au portail. Très étrange. Qui cela pourrait-il bien être? Je me serrai fort dans mes bras, enroulé dans la vieille veste que j'avais jetée à la hâte sur mes épaules, frissonnant non seulement à cause du froid. C'est en effet une très bonne et importante question. Gareth se releva lourdement, secouant la neige de ses genoux. Dites-moi, Madame Vance, avez-vous des conflits sérieux avec vos voisins? Peut-être que quelqu'un est fâché pour quelque chose, garde rancune. Non, que voulez-vous dire? Nous parlons tout à fait normalement avec tous les voisins. Nous vivons tranquillement, paisiblement. Nous ne dérangeons personne. Nous ne nous disputons avec personne. Et votre mari, quand est-il parti exactement? Hier soir vers 7 heures. Il est parti pour un long voyage, au moins une semaine, peut-être plus. L'agent hocha lentement la tête, notant quelque chose avec attention dans un petit carnet usé. Cela signifie que cette personne savait sûrement que vous étiez complètement seul à la maison. Très intéressant et inquiétant. A ouvert le portail doucement, est entré calmement, puis l'a refermé tout aussi soigneusement, est parti sans se presser, s'est comporté avec assurance. Agent, que pensez-vous qu'il faisait ici? Pourquoi venir la nuit, faire le tour de la maison? C'est exactement ce que nous devons découvrir. L'agent me regarda avec un regard très sérieux, lourd. Plusieurs hypothèses sont possibles. Peut-être qu'il repérait ce qui est précieux dans la maison, préparant un cambriolage. Peut-être qu'il vérifiait minutieusement si quelqu'un vivait dans la maison, si elle était vide, ou peut-être. Il ne termina pas, mais je compris parfaitement sans qu'il ait besoin de le dire. Peut-être que cette personne préparait quelque chose de bien pire qu'un simple vol, une attaque, un acte de violence. Est-ce que certains de vos voisins ont installé des caméras de surveillance? Demanda Penel d'un ton professionnel, regardant autour des maisons voisines. Je réfléchis intensément, me souvenant. Madame Higgin, de l'autre côté de la rue, semble avoir une caméra. Elle a installé un système l'an dernier, après que le garage des Peterson ait été cambriolé. Excellent, cela peut beaucoup aider. Allons la voir tout de suite. Demandons à visionner les enregistrements. Peut-être que la caméra a filmé qui est venu, quelle voiture ils ont prise. Nous sortîmes rapidement par le portail, traversant la route enneigée et déserte. La maison de Madame Higgin se dressait en face, propre, bien tenue, peinte d'un bleu clair agréable, avec de jolis volets en bois. Je sonnai à la porte du portail. Environ 1 minute 30 plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit. L'hôtesse apparut sur le porche, une femme rondelette, au bon caractère, d'environ 70 ans, vêtue d'un peignoir fleuri vif, les cheveux gris soigneusement relevés en un petit chignon à l'arrière de la tête. « Et Lara, chérie, que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas. » Madame Higgin plissa les yeux, inquiète, regardant avec curiosité l'agent qui se tenait à côté. « Madame Higgin, bonjour. Vous voyez, quelqu'un d'étrange a marché dans mon jardin la nuit dernière. Il y a des traces bien visibles dans la neige. L'agent Penel est venu pour enquêter. Pourrions-nous regarder les images de votre caméra de surveillance? Peut-être que quelque chose d'important y apparaît. » Oh mon Dieu! La voisine leva la main avec sincérité. Quelqu'un d'étrange a tourné la nuit, et vous étiez seul, Vernon est parti pour un long voyage. Mon Dieu, comme c'est effrayant! Oui, entrez vite. Bien sûr, entrez. Nous allons regarder ça. Nous entrâmes dans la maison chaleureuse, dans un petit salon très propre et bien rangé, rempli de vieux meubles solides en bois sombre. Un téléviseur, à écran plat moderne était accroché au mur, et en dessous se trouvait un boîtier noir pour l'enregistreur vidéo, avec des lumières vertes et rouges clignotantes.
Madame Higuin, un peu confuse, s'affairait, tâtonnant longtemps avec plusieurs télécommandes. Voilà, ça semble fonctionner et afficher. Agent Penel, débrouillez-vous avec cette technologie, je ne la comprends pas très bien. Mon petit-fils l'a installée. Hein? L'agent hocha silencieusement la tête, prit la télécommande avec assurance et commença à rembobiner rapidement l'enregistrement. Je restais figé à côté, les yeux rivés à l'écran, craignant de manquer le moindre détail. Sur l'enregistrement, granuleuse en noir et blanc, la rue devant la maison de Madame Higuin était clairement visible. Ma propre maison en face, le portail de mon jardin, une partie du jardin lui-même. Vous dites que votre mari est parti vers 7 heures du soir, précisa Gareth sans quitter l'écran des yeux. Oui, vers 7 heures, peut-être un peu plus tard. Hein? Il rembobina rapidement jusqu'à 8 heures du soir, puis lança la lecture à vitesse normale. L'image n'était pas de la meilleure qualité, granuleuse, en noir et blanc, floue par endroits à cause de la neige qui tombait, mais dans l'ensemble, il était tout à fait possible de distinguer ce qui se passait. La rue était complètement vide, déserte, la neige tombant en un épais voile, la visibilité très mauvaise. Le temps sur l'enregistrement avançait lentement. 9h, 10h, 11h. Regardez bien juste ici. Penel pointa intensément l'écran de son doigt épais, il était 11h45. Sur la rue déserte, une voiture inconnue apparut soudainement, une berline sombre ordinaire. Elle s'avança lentement, tranquillement, s'arrêta proprement juste en face de ma maison. Un homme grand, vêtu d'une veste sombre et épaisse, un bonnet en laine tiré bas sur le front, sortit de la voiture d'un pas calme. Il était absolument impossible de distinguer un visage sur un tel enregistrement. Il regarda calmement autour de lui, comme pour vérifier s'il y avait des témoins, puis ouvrit d'un geste assuré mon portail et disparut derrière, se fondant dans l'obscurité. « Seigneur, aie pitié, murmurai-je, sentant un froid traître me saisir les entrailles, mes jambes se dérobaient sous moi. Environ 10 minutes plus tard, peut-être 12, l'homme réapparut dans le cadre. Il sortit de mon jardin à nouveau complètement calmement, referma méthodiquement le portail derrière lui sur le loquet, monta dans sa voiture, et s'éloigna lentement, sans se presser, disparaissant au coin de la rue. Pause, ordonna sèchement l'officier Penel en appuyant sur un bouton. Il rembobina un peu, figea l'image au moment où la voiture était la mieux visible. Voici la plaque d'immatriculation. Difficile à voir à cause de la neige et de l'obscurité, mais je pense que nous pouvons essayer de distinguer quelques chiffres. Et là, sur la portière, c'est le logo d'une entreprise, une inscription. Je plissai les yeux, fixant intensément l'image floue et indistincte à l'écran. Sur le côté de la voiture, il y avait bien quelque chose de clair, une grande inscription, un emblème. On dirait vraiment une voiture de société, murmura l'officier pensivement. Définitivement pas un particulier. Une organisation, une entreprise sérieuse, ou peut-être des experts immobiliers d'une agence. Madame Higuin intervint soudainement. Elle était restée près de nous tout ce temps, observant attentivement, les mains pressées contre sa poitrine généreuse. Mais d'une agence immobilière, je me tournai vivement vers la voisine, ne comprenant pas. Quels experts, Maria? Pourquoi des experts d'abord? Eh bien, je ne sais pas exactement. Peut-être que quelqu'un prévoit de vendre la maison, fait une expertise. La voisine s'interrompit brusquement en voyant mon visage blême et figé. Lara, pardonne-moi. Je suis une vieille folle. J'ai probablement dit une bêtise. Mais l'officier Penel était déjà aux aguets, tel un chien de chasse expérimenté. Madame Higuin, pourquoi avez-vous tout de suite pensé à une agence immobilière, juste une association? Hésita la voisine embarrassée. Le mois dernier, un expert d'une agence est venu quand je cherchais et achetais l'appartement de ma fille en ville. Lui aussi est arrivé tard le soir. Il n'avait pas le temps dans la journée, et il était dans une voiture de société exactement pareille, avec un grand logo lumineux de l'agence sur la portière. Ça m'a semblé très similaire. L'officier agrandit l'image de la voiture à l'écran autant que la qualité de l'enregistrement le permettait. L'inscription sur la portière était très difficile à lire à cause de la distance, de l'obscurité et du flou, mais le premier mot pouvait encore être distingué. Il semblait s'agir de Rance. Rance quelque chose d'autre. Il nota rapidement cela dans son carnet. Il faut absolument vérifier toutes les agences immobilières de notre ville et du comté, et découvrir qui possède exactement ces voitures de société avec des marquages similaires.
Je restai silencieuse, sans trouver de mots. Une pensée folle, tout simplement incroyable, tournait dans ma tête, me donnant la nausée. Un expert d'une agence immobilière était venu inspecter ma maison la nuit. Mais qui aurait pu appeler cet expert? La maison était strictement à mon nom, entièrement enregistrée à mon nom. Je n'avais jamais donné aucune autorisation, aucun pouvoir. Je ne comptais rien vendre du tout. C'était mon seul foyer. Madame Vance, dit doucement mais fermement Gareth Pennell, en posant une main lourde sur mon épaule. Avez-vous par hasard donné à quelqu'un un pouvoir notarié officiel pour votre maison, pour une vente, pour signer des documents ou des contrats? Non, bien sûr que non. Je secouai la tête avec résolution. Je n'ai même pas envisagé de vendre. C'est ma maison. J'y ai vécu toute ma vie. Et votre mari Vernon pourrait-il? Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Je restai figée. Vernon, mais il ne peut rien faire sans ma connaissance et mon consentement. La maison est entièrement à mon nom. Théoriquement, il ne peut pas et ne devrait pas, acquiesça lentement l'officier. Mais en pratique, malheureusement, toutes sortes de situations désagréables arrivent. Fraude, falsification de signatures et de documents. Vérifions absolument les agences immobilières de tous les districts. Si c'était vraiment un expert d'une agence, nous découvrirons qui a commandé cette expertise nocturne de votre maison. À l'heure du déjeuner, nous étions assis dans le bureau de Ralston Realty, en centre-ville. Gareth Pennell avait trouvé 3 agences avec des logos similaires dans la base de données des véhicules, les avait appelées, et dans la 3e, on confirma que oui, leur expert était bien allé au 17 rue Chestnut la veille au soir. Le directeur de l'agence, Isaac Grave, un homme d'une 40aine d'années en costume cher, nous accueillit avec une politesse feinte qui dissimulait mal sa nervosité. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Et il désigna les fauteuils en cuir devant son bureau. « Comment puis-je vous aider? Hier, votre employé s'est rendu à l'adresse 17, rue Chestnut, » commença Pennell en sortant son ainsi. « Il a expertisé une maison. Nous aimerions connaître les détails. » Chestnut 17, Grave fronça les sourcils, ouvrit un dossier sur son bureau, feuilleta. « Oui, c'est exact. Commande d'expertise d'une maison privée avec terrain. Quel est le problème? Le problème est que, me penchai-je en essayant de parler calmement, bien que mes mains tremblaient, cette maison est la mienne et je n'ai appelé personne pour une expertise. » Le directeur haussa les sourcils. « Comment cela? La commande est enregistrée au nom du propriétaire. Regardez ici. » Et il retourna le dossier, montra un document. Vance Vernon Michael, client. Propriétaire Vance et Lara. Il y a un pouvoir notarié du propriétaire. Quel pouvoir notarié? Ma voix se brisa. Je n'ai donné aucun pouvoir. Grave cligna des yeux, confus, fouilla à nouveau dans le dossier, sortit une autre feuille. Voici s'il vous plaît. Pouvoir notarié de Vance autorisant le conjoint à représenter les intérêts dans les transactions immobilières. Notarié. Et il tendit le document. Je saisis la feuille, la scrutant intensément. Mon nom, mes données de passeport, mon adresse, tout était correct. En bas, une signature. Ma signature. Mais je ne l'avais pas signée. Jamais. C'est un faux, murmurai-je, sentant la pièce tourner autour de moi. Je ne l'ai pas signée. L'officier Pennell prit le document, l'examina attentivement. J'aime. Grave, quand ce pouvoir notarié vous a-t-il été remis? Et il y a une semaine, Vernon Vance est venu en personne, a dit qu'il voulait vendre la maison, a demandé à faire une expertise. Nous avons tout traité, convenu d'une visite sur place. Il a dit que sa femme était au courant. Elle n'avait juste pas le temps de s'en occuper, elle lui faisait confiance. Et vous n'avez pas vérifié l'authenticité du pouvoir notarié? L'officier regarda le directeur d'un air sévère. Il y a un sceau notarié, tout est en règle. Grave se tortillait sur sa chaise. Nous ne sommes pas tenus de vérifier chaque pouvoir notarié auprès du Conseil des notaires. Ce n'est pas notre travail. Montrez-moi toute la correspondance avec le client, coupa Pennell. Tout ce que vous avez. Document, contrat, courriel. Le directeur acquiesça et se mit à chercher sur son ordinateur. Je restai là, fixant un point. Ma tête bourdonnait. Vernon, mon mari, avait falsifié ma signature. Il voulait vendre la maison. Notre maison. Sans me dire un mot. Regardez ici. Grave tourne à l'écran. Premier contact il y a 2 semaines. Il a envoyé un courriel,
demander une expertise et la vente de la maison. Nous avons fixé un rendez-vous. Il est venu à apporter des documents. Nous avons rédigé un contrat d'expertise. L'expert est sorti à inspecter la maison. La nuit, je frissonnais. À 11 heures du soir, alors que je dormais, il a tourné autour de la maison, regardé par les fenêtres. Eh bien, le client a demandé spécifiquement un horaire en soirée, expliqua Grave. Et il a dit qu'il y avait quelqu'un pendant la journée et qu'il fallait que ce soit discret. Grave haussa les épaules. Nous ne refusons pas les clients si leur demande ne viole pas la loi. Et le fait que vous travaillez avec des documents falsifiés, ça ne viole pas la loi. L'officier Penel frappa du poing sur la table. Je ne savais pas que les documents étaient falsifiés. Grave pâlit. Je jure que tout semblait légal. Que s'est-il passé ensuite? L'officier désigna l'écran. Après l'expertise, nous avons rédigé un rapport. La maison a été estimée à 420 000 $. Vance a accepté ce montant, demandé qu'on trouve un acheteur. Nous avons mis une annonce. Quand interrompis-je? Ce matin. Et un acheteur a déjà répondu, un homme sérieux, prêt à payer en liquide immédiatement. Nous avons fixé un rendez-vous pour après-demain pour signer le contrat préliminaire. Je me couvris le visage de mes mains. Après-demain. Encore 2 jours, et la maison aurait été vendue, son foyer où elle avait vécu plus de 30 ans. Où est cet acheteur maintenant? Demanda l'officier Penel. Je ne sais pas. Il a appelé, laissé un numéro, dit que l'argent était prêt, intéressé par une transaction rapide. Je vois. L'officier nota le numéro. J'aime. Grave, la transaction devra être annulée. Une enquête criminelle est ouverte pour fraude et falsification de documents. Mais nous n'avons rien à voir là-dedans, et s'exclama Grave en se levant brusquement. Nous avons travaillé de bonne foi. Nous avons été trompés. Nous allons régler ça. Pour l'instant, donnez-moi tous les documents, les copies de la correspondance, ainsi que les coordonnées de vos experts. Une demi-heure plus tard, nous sortîmes de l'agence. Je marchais comme si j'étais dans un rêve, ne sentant plus mes pieds. Gareth me soutenait par le coude. Madame Vance, vous devez vous asseoir. Il y a un dîner là-bas. Allons-y, grec. Nous nous installâmes à une table près de la fenêtre. L'officier commanda un thé avec du sucre pour moi, un café pour lui. J'enroulai mes mains autour de la tasse chaude, mais je ne parvenais pas à me réchauffer. Le froid était à l'intérieur, glacial perçant. Pourquoi, murmurai-je? Pourquoi ferait-il ça? Penel soupira, sirota son café. L'argent, Madame Vance. 400 000, ce n'est pas une petite somme. Apparemment, il en avait un besoin urgent, ou il a décidé de commencer une nouvelle vie. Ça arrive. Mais ça, c'est une trahison. Nous avons été ensemble tant d'années, 32 ans. J'ai vu toutes sortes de choses au fil du temps. L'officier secoua la tête. Les gens changent, ou ils montrent simplement leur vrai visage. Je bus une gorgée de thé. Le liquide chaud et sucré me ranima un peu, clarifia mes pensées. Et que dois-je faire maintenant? Nous allons d'abord au commissariat. Vous allez rédiger une déposition. J'ai déjà appelé, ils vont ouvrir un dossier. Nous convoquerons votre mari pour un interrogatoire. Nous ferons analyser l'écriture de la signature. Vérifierons le notaire. Si nous prouvons la falsification, et nous la prouverons, il risque la prison, fraude à grande échelle. La prison, répétai-je. C'était étrange à entendre. Mon mari, avec qui j'avais vécu la moitié de ma vie, pouvait aller en prison. Et la maison restera-t-elle à moi? Bien sûr, la transaction est nulle. Les documents sont faux. La maison est à vous, personne ne vous la prendra. Je hochai la tête. Nous passâmes plusieurs heures au commissariat. J'écrivis ma déposition, expliquai et répondis aux questions. L'officier Penel décrivit en détail les empreintes, l'enregistrement de la caméra, l'agence. La détective, une jeune femme au visage fatigué, notait tout, acquiesçait. Nous convoquerons votre mari par assignation, dit-elle à la fin. Quand revient-il de son voyage? Il devrait être de retour dans une semaine, mais je peux l'appeler. Dites-lui de revenir plus tôt. Non. La détective secoua la tête. Ne le prévenez pas. Laissez-le croire que tout se passe comme prévu. Ce sera plus simple de le détenir ainsi. J'acquiesçai, sortit dans la rue. Il faisait déjà sombre. Hiver-décembre, jour court. Gareth m'accompagna jusqu'au bus.
Tiens bon, dit-il en partant. Je sais que c'est dur en ce moment, mais vous avez fait ce qu'il fallait. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Merci, lui serrai-je la main. Si ce n'était pas toi. Allez, c'est mon boulot. Il fit un geste de la main. Tu devrais remercier cette vieille dame qui t'a prévenu pour la neige. Des miracles, franchement. Je m'assis dans le bus, posai mon front contre la vitre froide. Cette vieille dame, comment avait-elle su? Je me rappelais ses yeux perçants qui voyaient à travers, ses doigts secs sur ma manche, ces mots: quand ton mari partira, ne touche pas à la neige. Si j'avais déneigé le soir, comme Vernon l'avait ordonné, les traces n'auraient pas été visibles. Je ne l'aurais jamais su, quelqu'un serait venu, et le matin, une nouvelle neige serait tombée, tout aurait été couvert. Et j'aurais vécu sans soupçonner que la maison était vendue derrière mon dos. Et dans 2 jours, Vernon serait venu ou aurait appelé, aurait dit que la maison était vendue, ou peut-être n'aurait rien dit du tout et aurait simplement disparu avec l'argent. Et que pouvais-je faire? Prouver quoi que ce soit aurait été presque impossible si la transaction avait déjà été conclue. Chez moi, j'enlevai mon manteau, allai dans la cuisine, m'assis près de la fenêtre, regardai la cour, les traces désormais à moitié recouvertes par la nouvelle neige. J'aurais dû manger quelque chose, mais je n'en avais pas envie. J'avais la nausée à cause de mes pensées, de la trahison, de la facilité avec laquelle Vernon avait décidé de me tromper. 32 ans. Je lui avais cuisiné, lavé, attendu de ses voyages. Quand il était malade, j'étais là mais froidement si loin. Je pensais que c'était juste son caractère, que le travail l'avait usé. Mais il attendait simplement le moment de se débarrasser de moi, de vendre la maison, de prendre l'argent, de commencer une nouvelle vie. Peut-être avait-il une autre depuis longtemps, une femme jeune, belle, et il rêvait de fuir avec elle, et sa femme était un obstacle. Des larmes roulèrent sur mes joues. Je ne les retenais pas, assise, je pleurais, regardant l'obscurité dehors, pleurant non pas pour mon mari, mais pour moi-même, pour les années perdues, pour le fait que la vie s'était écoulée avec un homme qui s'était révélé un étranger, que à 58 ans, je me retrouvais seule avec un cœur brisé et la trahison en mémoire. Le téléphone sonna. Vernon s'afficha à l'écran. Je regardai l'appel longuement, puis le refusai. 1 minute plus tard, un message arriva. Ça va arriver bien. On parle demain. C'est court comme toujours. Je ne répondis pas. La nuit passa sans sommeil. Je restai allongée, fixant le plafond, passant en revue tout ce qui avait été entre nous, cherchant le moment où tout avait basculé. Ou était-ce brisé dès le départ? Peut-être ne m'avait-il jamais aimé. Mariage de convenance. Besoin d'une maison. Une maîtresse de maison. Et maintenant, il avait décidé que ça suffisait. Il était temps de prendre ce qu'il pouvait et de partir. Le matin, je me levai brisée, les yeux gonflés, me regardai dans le miroir, un visage étranger. Des mèches grises dans les cheveux, des rides, la fatigue vieille laide. Peut-être est-ce pour ça qu'il avait décidé de se débarrasser de moi. Non, ça suffit. Je me redressai, regardant mon reflet. Assez de pitié pour moi-même et d'excuses pour lui. C'est un criminel. Il voulait me voler, me laisser à la rue, et je ne le laisserai pas faire. Je m'habillai, descendis à la cuisine, préparai le petit déjeuner, me forçai à manger, puis pris le téléphone, appelai l'avocat que Vernon avait engagé pour les papiers, expliquai la situation, demandai de l'aide pour un divorce. Venez demain, on réglera tout, dit l'avocat. Et vous faites bien, il faut agir tout de suite. Ce genre de choses ne se pardonne pas. Je raccrochai. Divorce. Un mot étrange. Je n'avais jamais pensé le prononcer. J'avais toujours cru que Vernon et moi serions ensemble jusqu'à la fin, comme ses parents, comme les miens pour la vie. Mais il s'était avéré que c'était simplement jusqu'au moment où il s'était lassé. 2 jours plus tard, Gareth Pennell l'appela. Madame Vance, votre mari est revenu. Nous l'avons arrêté ce matin à son arrivée au dépôt. L'interrogatoire est en cours. Voulez-vous être présente? Non, répondis-je fermement. Je ne veux pas le voir. Compris. Je vous tiendrai au courant. Il a tout avoué, dit qu'il s'est endetté aux machines à sous, a perdu une grosse somme, les créanciers le menaçaient, il a décidé de vendre la maison, pensant que vous ne le découvririez pas à temps. Et maintenant, l'affaire ira au tribunal. Compte tenu de l'aveu et du fait que la transaction n'a pas eu lieu, il aura probablement une mise à l'épreuve ou une peine de prison courte, plus une compensation pour vous, pour préjudice moral. D'accord, merci.
Je raccrochai. Machines à soudettes. Ce n'était donc pas une autre femme, ni le fait que je vieillissais et devenais laide, juste de l'argent, du jeu et de la bêtise. Pour une raison quelconque, cela ne rendait pas les choses plus faciles. Peut-être qu'une autre femme aurait même été mieux, au moins une explication humaine. Mais là, il avait simplement vendu notre vie pour des dettes. Le printemps arriva de façon inattendue. Fin mars, la neige fondit en quelques jours, dévoilant la terre noire et les premières pousses d'herbe verte. Je restai près de la fenêtre de la cuisine, une tasse de café à la main, regardant la cour où, une nuit froide de décembre, les empreintes d'un inconnu étaient restées. Des empreintes qui avaient changé toute ma vie. Le procès fut rapide. Vernon écopa de 2 ans de mise à l'épreuve et dut me verser 5 000 $ de dommages et intérêts. L'avocat expliqua qu'il était difficile d'obtenir plus. Il n'y avait pas de dommages réels. La transaction n'avait pas eu lieu. La maison était restée à moi. Vernon paya immédiatement. Au tribunal, il regardait le sol, sans lever les yeux. Il ne présenta aucune excuse. Le divorce fut prononcé 1 mois plus tard. Vernon emménagea chez son frère, emporta ses affaires. Pendant mon absence, je m'étais rendue chez une amie pour éviter de le croiser. À mon retour, la maison était vide. La moitié du placard était dénudée, les étagères vides. Sur le mur, une tache claire là où sa photo avait été accrochée. Je descendis les autres photos, les rangeai dans une boîte, la mis au grenier. Je ne les jetai pas, 1/3 de vie ensemble après tout, mais je ne voulais plus les regarder. Les premières semaines, après le divorce, furent étranges. Le silence dans la maison était assourdissant. Personne ne claquait la porte. Personne ne réclamait le dîner. Personne ne grognait. Je parcourais les pièces, ne sachant pas si je devais me réjouir ou pleurer. Les voisins furent présents. Madame Higgin venait chaque jour avec des tartes et des nouvelles. Les Peterson m'invitèrent pour le thé. L'officier Penel passa plusieurs fois, demandant si tout allait bien. « Et vous êtes forte, Madame Vance » me dit-il un jour autour d'un thé. « Pas toutes les femmes à votre âge décideraient de tout recommencer, mais vous y arrivez. »« Quel choix ai-je » répondis-je en riant. « M'apitoyer sur mon sort, beaucoup le font. Mais vous tenez bon. Ça vaut beaucoup. » Je commençais à penser au travail. La retraite était encore loin. Et sur quoi allais-je vivre? La compensation et les économies ne duraient pas longtemps. Je ne voulais pas vendre la maison. C'était tout ce qui me restait. Je regardais les annonces. À mon âge, les options étaient rares. Vendeuse, femme de ménage, agent de sécurité de nuit. Les exigences faisaient peur, moins de 45 ans expérience, compétences informatiques. Où une femme au foyer, avec 30 ans d'ancienneté pouvait-elle aller? Début avril, j'ai eu de la chance. La bibliothèque locale cherchait une assistante bibliothécaire, à temps partiel, petit salaire, mais près de chez moi. J'ai passé un entretien avec la directrice Nina, une femme agréable d'environ 60 ans. Expérience avec les livres, non, mais je lis beaucoup. Toute ma vie j'aime les livres. J'ai parlé sincèrement. La lecture avait été mon refuge toutes ces années. C'est suffisant, a souri Nina. J'ai besoin d'une personne qui aime les livres, pas seulement qui pointe à l'heure. Venez lundi. La bibliothèque s'est révélée un lieu calme et chaleureux. Un vieux bâtiment haut au plafond, parquet qui craque, rangé d'étagères, odeur de papier et de confort. J'ai vite pris le rythme, aider les lecteurs, ranger les livres, réparer les couvertures. Le travail n'était pas dur, mais agréable. Peu à peu, j'ai rencontré les habitués, des grands-mères cherchant des romans d'amour, des écoliers avec des classiques, de jeunes mamans avec des contes, un vieux militaire retraité avec des livres d'histoire. Un jour, Vivian, une habituée d'environ 70 ans, est restée un moment au comptoir. « Ah Lara, ma chérie, c'est toi dont Maria Higgin parlait, Madame Higgin? Oui, nous sommes voisines. » Elle racontait ton histoire, ce mari qui voulait vendre la maison. Quelle horreur! J'ai pincé les lèvres. Les ragots avaient circulé dans le quartier. C'était en hiver. C'est passé maintenant. Mais bravo à toi de ne pas avoir cédé. Vivian a posé une main sur mon épaule. Moi, j'ai supporté le mien pendant 30 ans. Il buvait, courait après les autres, levait la main sur moi. Je suis restée silencieuse, j'ai élevé les enfants. Il est mort de cirrhose il y a 10 ans. Et ce n'est qu'après sa mort que j'ai compris comment on peut vivre. Libre sans peur. Tu as encore beaucoup de vie devant toi, a-t-elle continué. 58 ans, c'est jeune.
Mon amie s'est remariée à 62, heureuse comme une écolière. Ne baisse pas les bras. Vivian est venue plus souvent, m'a présenté à d'autres dames, Lucie et Tammy Zora, toutes du même âge, veuves ou divorcées. Elles se retrouvaient, allaient au théâtre, aux expositions. Viens avec nous, m'a proposé Lucie. Samedi, il y a un concert de musique rétro au centre communautaire. Revivons notre jeunesse. Oh, j'ai accepté. Je n'étais plus sortie depuis longtemps. Avec Vernon, la vie culturelle avait cessé 10 ans plus tôt. Il trouvait ça une perte de temps. Le concert fut agréable. Des chansons de ma jeunesse, des années 70-80. J'écoutais des mélodies familières et sentais quelque chose fondre en moi. Près de moi, mes amis chantaient, riaient, partageaient des souvenirs. Après le concert, nous sommes allés au café, avons parlé à cœur ouvert. Chacune avait son histoire difficile. Le mari de Lucie était parti pour une plus jeune. Le mari de Tammy est mort à 45 ans. Zora n'a jamais épousé personne, elle a consacré sa vie au travail. Tu sais ce que j'ai compris, a dit Tammy, le bonheur n'est pas dans les hommes, il est en nous. Si tu as un hobby, des amis, un but, tu es heureuse. Et si tout ton bonheur dépend d'un mari, il part et c'est fini. La vie est finie. C'est vrai, a acquiescé Zora. J'ai toujours vécu seule. Je vis, je travaille, je vais au théâtre, une vie pleine. J'écoutais et pensais qu'elle avait raison. Toute ma vie, j'avais tourné autour de Vernon. Son emploi du temps, ses désirs, ses humeurs, oubliant moi-même. Maintenant, il me fallait me souvenir qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je voulais. Chez moi, j'ai sorti un vieil album. Là, j'avais 20 ans, étudiante à l'école normale, rêvant de devenir enseignante. Mariée, pas d'enfant, pas de travail, à la maison pendant 30 ans. Mais il y avait des rêves. Je voulais dessiner, voyager, apprendre le français. Je remettais tout à plus tard. Mais maintenant, rien ne m'en empêchait. J'ai pris un carnet, écrit que veux-je, 1 apprendre à dessiner. 2 aller au musée de la ville. 3 apprendre le français. 4 aménager le jardin. 5 trouver un hobby. La liste était courte, mais c'était un début. J'ai souri pour la première fois depuis des mois, sincèrement. Le lendemain, je me suis inscrite à des cours de dessin au centre communautaire. Les cours avaient lieu les mardis et jeudis, juste mes jours de congé. L'instructrice Alice m'a accueilli chaleureusement. Il n'est jamais trop tard pour commencer, a-t-elle dit. L'essentiel, c'est l'envie. Les premières leçons furent difficiles. Ma main n'obéissait pas. Les traits étaient tordus. Mais je n'ai pas abandonné, rentrais chez moi et m'exerçais. Fin avril, j'ai dessiné ma première nature morte, pomme dans un vase, que j'ai accroché dans la cuisine et dont j'étais fière à chaque regard. En mai, j'ai décidé de partir en voyage. Pris un week-end, acheté un billet de bus pour la capitale de l'État, visité des musées, pris des photos, me suis sentie libre et heureuse. Au retour, j'ai ressenti un regain de force. La vie continuait. Elle recommençait sans mensonge, sans froideur. Un soir, début juin, j'étais assise sur la véranda avec un thé. L'air sentait les lilas en fleurs. J'avais planté 3 buissons au printemps. Madame Higgins est arrivée à la grille. Alara, puis-je entrer, bien sûr entrer. La voisine s'est assise près de moi. Je voulais te demander, tu te souviens de cette vieille dame qui parlait de la neige? J'ai frissonné. Comment oublier? Je me souviens pourquoi, j'ai essayé de la retrouver. T'a-t-elle aidé? J'ai demandé au magasin. Personne ne la connaît. Candice dit qu'elle est venue une fois, mais ne l'a jamais revue. Étrange, ai-je pensé. Je pensais aussi à elle. Peut-être un ange gardien. Madame Higgins a baissé la voix. Comment savait-elle pour la neige? J'ai ri doucement. Je ne sais pas. Peut-être l'intuition, l'expérience de la vie ou le destin. La voisine a soupiré. Tu as payé ses courses, tu as fait une bonne action, alors elle t'a rendu l'appareil. C'est juste. Je suis restée silencieuse, regardant le coucher de soleil. Peut-être. Le bien engendre le bien. J'ai aidé cette vieille femme. Elle m'a aidée. Tu sais, Maria, ai-je dit doucement, je lui suis reconnaissante. Sans elle, j'aurais vécu sans connaître la vérité. Ça faisait mal. C'était humiliant. Mais je me suis libérée des mensonges, de la froideur, et maintenant je vis vraiment. Pour la première fois depuis des années. Madame Higgins m'a prise dans ses bras. Tu as bien fait, Elara. Tu n'as pas craqué. Beaucoup seraient tombés en dépression, mais toi tu t'es relevée et tu as continué.
Je suis fière de toi. Nous sommes restés là jusqu'à la nuit. Puis la voisine est partie et je suis restée seule. J'ai regardé les étoiles, écouté le silence, pensé à quel point la vie est imprévisible. On ne sait jamais ce que demain sera, mais ce n'est pas effrayant. Je me suis rappelé les mots de la vieille femme, « Ne touche pas la neige ». Une phrase si simple et qui a tout changé. Je l'ai remerciée en pensée. Merci pour la vérité. Merci pour le salut. Merci pour la chance de recommencer. Et le matin, je me suis réveillée avec de nouveaux projets. M'inscrire au français, planter un parterre de fleurs, continuer à vivre. La vie continuait. Nouvelle à moi réelle. Et j'étais prête. Si mon histoire vous a plu et que vous voulez en entendre plus, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire via Super Thanks. Cela me ferait très plaisir. Dans les commentaires, dites-moi de quelle ville vous regardez et quelle heure il est, pour que je voie jusqu'où mon histoire voyage. J'ai ajouté 2 autres récits de vie à l'écran rien que pour vous. Cliquez sur l'un d'eux maintenant, et continuons à passer du temps ensemble. Beaucoup d'amour, à bientôt.